Oh là là. Oh, salut les copains. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, salut Guillaume. Je sais pas où je suis pris dans quoi. Mais- Oh, dis donc, c'est pas simple hein, pour venir. Ça va? Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Ah, je suis hyper content. Mais non, mais comme je savais que ça allait être compliqué, qu'il n'y avait pas assez de place sur le parking, je suis venu en kayak jusqu'à l'écluse du Port-Ringard, et puis je suis venu après en randonnée. Ah oui, Oh, je suis hyper content. tu vois, il est content. Mais pourquoi Ah t'es ouais. pourquoi t'es habillé en grimpeur là? Mais parce qu'il y a Christophe Bichet. Ah oui, c'est vrai, il y a Christophe Mais oui, Bichet. c'est mon idole, alors je suis venu pour lui faire dédicacer mon baudrier. Voilà, tu veux du talc? Ah ouais, C'est qui ça, Christophe Bichet? Mais Christophe Bichet. Mais c'est le meilleur grimpeur du monde, c'est l'homme le plus courageux de la planète. Il est incroyable, il est invincible, et puis d'une humilité. Il y a même une légende qui dit qu'il aurait monté l'Everest en moonwalk. Et en Tatawati, son nom signifie petit homme qui escalade les étoiles. Petit homme qui escalade les Attends, étoiles. mais là tu me parles de légende. Non, tu confonds avec Pierre Minaudier, je pense. C'est ça, je pense. Pierre Minaudier, mais non, pas Pierre Minaudier, je te dis Christophe Bichet. Moi, je suis hyper content. Ouais. Ouais. Nous allons accueillir, et merci beaucoup, nous allons accueillir maintenant un personnage exceptionnel. Vous le connaissez, nos comédiens on en parlait tout à l'heure. Il s'agit de Christophe Bichet, qui, dès son plus jeune âge, escalade les gammes au violon, au piano. Il est d'ailleurs diplômé au conservatoire. Et puis, un jour, avec ses parents, il se balade du côté de Fontainebleau et tout ça. Puis, il s'essaie à l'escalade. Et là, d'un coup, il voit une véritable passion. Et il devient maintenant professionnel. Il est aussi, si vous voulez, il encadre aussi l'équipe de France d'escalade. Et vous allez voir comment il s'est battu pour résoudre les problèmes, et souvent très graves, en se focalisant sur les choses positives. On a beaucoup de chance de l'avoir avec nous ce soir. Avant de le recevoir, regardez ces images. On se dit que c'est pas possible. Et quand on le voit le faire, on peut le faire en fait. Il a une technique, une gestuelle. Et puis son poids, il a un rapport pas puissant. Je crois qu'il fait 34 kilos, un truc comme ça. Il a l'esprit et le corps qui font tout, qui font qu'il avance et qui... Ouais, il est vraiment très 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 fort. La valeur du temps, en tant que parent, pour nos enfants, c'est quelque chose, quoi. Un jour, Christophe a eu un bleu plus important qu'un autre, où il était tombé le soir. Et mon père a dû l'accompagner en toute urgence à l'hôpital. Et je me souviens que mon père, en revenant, a dit « j'ai grillé tous les feux rouges ». Il a un mental qui va avec l'escalade et qui va au-delà de la plupart des grimpeurs. C'est quand même un drôle de bonhomme, Christophe. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Tout d'abord, j'aimerais vous rassurer, non, je n'ai pas gravi l'Everest en moonwalk, contrairement à ce qui a été raconté tout à l'heure. Alors bonsoir, merci beaucoup d'être là ce soir. Je me présente. Ah, je ne me présente pas en fait. Est-ce que c'est possible de mettre le... Oui, voilà, cette magnifique photo. Je suis né en Norvège. J'étais pas mignon, franchement, sur cette photo.
Ouais, quand même. Hein. Je suis née en Norvège, avec un grand frère, un petit frère, et dans la famille, tout se passe bien. C'est magnifique. Apparemment, tout est écrit pour moi pour que je devienne un escaladeur. J'ai même des preuves, oui. Voici la première preuve. En effet, dans le jardin de mes parents, je grimpais déjà. À 2 ans et demi, on me mettait sur les skis de fond, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui des parents inconscients. Et puis, à l'âge de 4 ans, toute la famille rentre en France. Et l'apprentissage se poursuit pour moi avec mon grand frère comme coach, mon premier coach, Philippe. Regarde, c'est ça. Je suis d'abord les pieds. Et maintenant tu peux monter. Arrêtez. Cours alors, cours très vite. Et après tu pourras monter. Vas-y. 1, 2, 3, partez. Ah, c'est pas toujours parfait. Hein. Enfin, malheureusement, à l'âge de 4 ans et demi, mes parents s'aperçoivent que j'ai des bleus sur le corps et décident d'aller voir un médecin. Et au bout d'un certain nombre d'examens, les médecins annoncent à mes parents que j'ai une maladie génétique rarissime qui s'appelle la maladie de Fanconi. L'espérance de vie à l'époque est de peut-être 11 ans, 12 ans. Et dans le parcours de santé qui m'attend, ainsi que mes parents et toute la famille évidemment, je vais devoir passer par une greffe de moelle osseuse et par probablement des cancers. Et effectivement, ça ne loupe pas. À l'âge de 11 ans, je reçois une greffe de moelle dont les chances de survie sont de 1 chance sur 4, qui apparemment se passe bien, puisque je suis ici avec vous, devant vous. Et s'ensuit 10 années où tout se passe très bien. Malheureusement, les pronostics des médecins me rattrapent. Et à l'âge de 22 ans, j'ai mes premiers cancers, des cancers de la bouche, où malheureusement, on doit me couper la langue plusieurs fois, des ablations partielles de la langue. Ces cancers reviendront par 3 fois, 4 fois même, jusqu'en 2014. Mais ce n'est pas du tout de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais bien. La preuve. Et ce dont j'aimerais vous parler ce soir, c'est non seulement comment faire pour continuer de grimper, pour résister face à l'adversité lorsque c'est vraiment pas facile, mais aussi évidemment comment faire lorsque ça va et comment faire pour que ce soit encore mieux. J'aimerais partager avec vous simplement 2-3 astuces qui m'ont permis de survivre face à l'adversité, face à la gravité, et qui m'ont permis de vivre bien après. Et parce que vous ne le savez peut-être pas, mais dans la vie, vous êtes des grimpeurs aussi, tout comme moi, et des grimpeuses. Et oui, première nouvelle de ce soir, vous escaladez tous vos propres parois, vos propres défis quotidiens. J'en ai pour preuve le vocabulaire qu'on utilise dans la vie de tous les jours. La vie, en fait, c'est une histoire de prise. La première prise, d'ailleurs, que tout le monde connaît, c'est la fameuse prise de... Ah, dommage, la fameuse prise de chou. On est d'accord? Mais il y en a plein d'autres, des prises. Évidemment, la prise de conscience. La surprise, l'emprise. Voilà, la prise de hauteur. Tout le monde parle de lâcher prise aussi. Et, alors, attention, blague, je vous préviens, lorsque je fais une blague comme ça, voilà, vous pourrez préparer. Le plus important, il me semble, entre tenir prise et lâcher prise, c'est de réussir son entreprise. Merci beaucoup. Ça, c'est fait. Voilà. Au-delà du jeu de mots, réussir son entreprise, pour moi, ça veut dire quelque chose d'essentiel, ça veut dire avoir de l'énergie. Parce que ce qui se passe entre les prises, lorsque l'on escalade, c'est évidemment de l'envie, de l'énergie.
entre s'accrocher et lâcher prise, il doit y avoir de l'énergie pour être capable de faire un mouvement, pour passer d'un déséquilibre à un autre. Il faut de l'envie. Et ça, c'est quelque chose qui se décide. La première idée que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est que lorsqu'on est un grimpeur, on est obligé de choisir sa voie. Choisir sa voie. Ça paraît évident. Alors, je vous propose de faire un petit exercice avec moi. Mettez votre bras comme ça, devant, le bras droit, s'il vous plaît. Tout à fait. Oui. Soyez serein. Secouez la main. Fermez le poing. Ouvrez la main. Fermez le poing. Ouvrez la main. Secouez la main. Fermez le poing. Ouvrez la main. Fermez le poing. Mettez le poing sur le menton. Et maintenant, vous ne bougez plus. Et vous vous posez une seule question. Mais où est mon menton? Il y en a un ou deux qui ne sont pas favorables. Qui a mis sa main sur sa joue? Levez la main. Merci pour toutes les personnes. Voilà. Mesdames et messieurs, la seule raison pour laquelle je vous ai fait faire ce petit exercice, c'est simplement pour vous dire que lorsqu'on est un grimpeur ou une grimpeuse, la première décision à prendre, c'est choisir quelle voie on va grimper. Parce que si vous ne le faites pas, d'autres personnes le feront à votre place. Que vous en ayez conscience ou non, quelqu'un décidera à votre place. C'est extrêmement important de décider dans quelle direction vous voulez aller, dans votre vie perso et dans votre vie professionnelle. Il faut que ce soit un choix, pour ne pas subir sa vie, mais pour choisir sa vie. Pour ne pas subir les défis, les gravités qui tombent forcément sur soi, mais pour les choisir volontairement. Deuxième chose, dans notre séance d'escalade, parce qu'en fait, on est en train de grimper ensemble, là. Je vous amène dans une voie d'escalade. Pour grimper, il faut choisir ses partenaires. Alors, est-ce que vous auriez... Ah non, excusez-moi. Avant de grimper, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Avant d'escalader une paroi, quand on a choisi sa voie, on y pense, on y réfléchit, n'est-ce pas? Ça mouline dans le cerveau. Avant une soirée comme celle-là, par exemple, toutes les personnes qui participent y ont forcément pensé un petit peu, mais comment ça va être, mais combien de personnes, etc. Ceux qui vont venir intervenir sur scène, dont je fais partie, on s'est posé plein de questions. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va bien se passer, etc. Alors, vous l'avez compris, j'ai la chance d'avoir travaillé avec l'équipe de France d'escalade en tant que préparateur mental pendant quelques années, et j'aimerais partager avec vous un cours abrégé de préparation mentale. Et je vous le propose sous forme de questions. La première question qu'on peut se poser avant n'importe quelle ascension, c'est celle-là. Et si c'était possible? Et si c'était possible d'y arriver? Et si c'était possible que ma zapette marche? Oui, elle marche, magnifique. Et si c'était possible? Lorsqu'on a décidé de me couper la langue plusieurs fois et qu'à ce moment-là, j'ai eu cette révélation qu'il fallait que je commence à parler, à m'exprimer et que j'avais envie de devenir conférencier, personne ne me croyait, même pas mes parents. Et si moi, je n'avais pas pris la responsabilité moi-même de me poser cette question-là, mais ici, c'est possible quand même. Personne ne l'aurait fait à ma place. Et si c'était possible, c'est toujours la première des questions à se poser. Deuxième question. Et si j'étais capable de rallumer mon courant? Alors, c'est quoi cette idée? Rallumer son courant. Là, on peut dire que vous êtes plutôt mou, attentif, mais mou quand même, puisque vous êtes sur votre fauteuil, vachement bien installé. Mais lorsqu'on projette d'escalader une paroi, évidemment, on est obligé de se bouger un petit peu les fesses. Vous êtes d'accord? Et je considère que les êtres humains, nous sommes vraiment comme des piles électriques, avec un pôle plus et un pôle moins.
Et la bonne nouvelle, c'est que dans votre vie personnelle, professionnelle, vous avez tous et toutes vécu des moments pas faciles, des moments difficiles, avec du challenge, avec des difficultés. N'est-ce pas? Et vous avez tous vécu aussi des moments où vous avez eu du bol, où il y a un contrat qui est passé, où voilà, vous avez eu la bonne intuition au bon moment. Donc en fait, vous avez tous du positif et du négatif dans votre vie. Et en fin de compte, vous avez tout ce qu'il faut pour entreprendre ce que vous voulez. Vous avez tout ce qu'il faut pour grimper vos propres parois. Et donc vous avez tout ce qu'il faut pour rallumer votre courant. Troisième idée. Et si je résiliais mon abonnement à la plainte? Ah, je l'aime bien celle-là. Surtout en France, où on est quand même des professionnels. Professionnels internationaux. Alors, petite anecdote personnelle. Pour moi, cette idée, elle a énormément de poids, puisque j'ai la chance d'avoir croisé énormément de personnes qui ont la même pathologie que moi, dans le monde. Et toutes les personnes à qui je posais cette question simple, mais qu'est-ce qui te branche en ce moment? Qu'est-ce qui s'est bien passé pendant ta journée? Qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce que tu as envie de faire cet après-midi? Qu'est-ce que tu as envie de faire ce soir? Une question finalement toute simple. Et bien, toutes les personnes qui me répondaient à cette question par « Ah, tu sais, Christophe, j'ai peur de mon prochain rendez-vous chez le médecin. Ah, tu sais, je ne sais pas comment est-ce que je vais faire pour réussir à patati patata. » Et en fait, toutes les personnes qui n'arrêtaient pas de dire ce qui n'allait pas, et en plus qui n'arrêtaient pas de projeter dans le futur ce qui pouvait se passer de pire, toutes ces personnes, elles sont aujourd'hui décédées. Elles ne sont plus là. La plainte, c'est vraiment un poison. C'est un poison mortel, dans mon expérience. On a tous un abonnement téléphonique, n'est-ce pas? Avec un téléphone portable. Et même s'il y a des frais de résiliation, on peut résilier son abonnement téléphonique. Je vous invite donc à résilier votre abonnement à la plainte, au fait de dire et de répéter ce qui ne va pas ou ce qui vous fait peur. C'est la condition sine qua non pour entreprendre et pour grimper au mieux votre voie. Alors ensuite, comme je le disais tout à l'heure, il faut choisir un coéquipier quand on grimpe. Il faut s'arnacher, s'encorder. Est-ce que vous auriez confiance en cette personne-là? Non, pas trop, hein. Pourtant, il est plutôt sympathique. Il appelle probablement sa maman, j'en sais rien. Mais évidemment, non. Lorsque l'on est un grimpeur, on comprend tout de suite dans ses tripes que la confiance, c'est la base. C'est la base. Et que faire confiance en la personne qui tient la corde de vie, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Lorsque j'escalade, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de remettre toute ma confiance, ma vie entière, entre les mains d'une personne. Et en tant que grimpeur, dans vos sociétés et dans vos vies personnelles et professionnelles, je vous invite à choisir de donner votre confiance. C'est la base de tout. C'est la base de tout. Si je n'ai pas confiance en la personne qui tient la corde, je ne vais même pas commencer à grimper. Je ne vais même pas essayer. Je vais avoir tellement peur que je ne vais même pas essayer. La confiance, c'est la base. Et c'est un choix. Il ne s'agit pas de confiance en vous, mais en la confiance que vous allez donner aux personnes avec qui vous travaillez ou avec qui vous passez simplement du temps. Alors, on est prêt. Le mental, ça va à peu près, on s'est posé les bonnes questions, on a de l'énergie, on a de l'envie, on est encordé avec les bonnes personnes, et on y va. Et là, mesdames et messieurs, on va faire un mouvement absolument indispensable. Un mouvement extrêmement simple, que vous connaissez tous. De toute manière, je ne vais pas vous raconter des choses nouvelles, vous savez tout ça.
Mais le premier mouvement que vous allez faire, c'est ça. Vous allez prendre une prise et vous allez vous accrocher. Éventuellement, vous allez prendre peut-être une deuxième prise. Et puis c'est tout. Vous allez commencer comme ça. Mesdames et messieurs, un des messages très importants que je veux vous faire passer ce soir, c'est celui-là. Accrochez-vous à l'essentiel. Accrochez-vous à l'essentiel. Dans la vie, des choses essentielles, il n'y en a pas 36 000. Des prises, il n'y en a pas 150 000. Quand on est escaladeur, on a une main, on a deux mains. Et c'est tout. On a éventuellement un pied, deux pieds. Mais on n'a pas beaucoup plus. À moins d'être un poulpe, évidemment. À ce moment-là, pourquoi pas? Anecdote. Nous sommes en 2007. Vous l'avez compris, je suis un fan de musique. Je joue du piano et du violon depuis très longtemps. Et en 2007, malheureusement, j'ai mon ami chirurgien qui m'annonce pour la deuxième fois qu'il va falloir que je retourne sur le billard. Donc évidemment, j'avais un peu les boules. Jeu de mots, blague, ça c'est fait. Moyen, hein. Merci, c'est sympa. Il m'annonce que je dois retourner sur le billard avec une ablation de la langue importante. Et à ce moment-là, moi je me dis, mais c'est trop con, j'ai des rêves, pourquoi est-ce que je ne les réaliserai pas maintenant? Y a-t-il des musiciens parmi vous? Levez la main. Ouais, il y en a un, deux, il y en a peut-être par là que je ne vois pas trop. Ouais, là-bas il y en a un certain nombre. Génial. Est-ce qu'il y en a qui jouent du piano parmi vous? Non? Oui, il y en a au moins une. Moi, c'est pas mal déjà. Alors, peut-être, madame, est-ce qu'on a le même rêve? Mais en tout cas, moi, à l'époque, il y a un rêve que j'avais, c'était d'avoir chez moi un piano à queue. Ouais? Bien voilà. Et alors, à ce moment-là, comme ça sentait clairement un petit peu le sapin, ou le chêne, le bambou pour le dernier coup de bambou, c'est bien ça. Ben, je me suis dit, c'est trop bête, je vais utiliser l'argent que j'ai pour réaliser mon rêve. Et du coup, la veille de mon entrée à l'hôpital, j'achète le piano de mes rêves, un Bechstein à cajou brillant d'1,80 m. Et je signe l'achat de ce piano la veille de mon entrée à l'hôpital. L'opération se passe, et après l'opération, je me retrouve comme un couillon, en fait, comme un couillon sur mon lit, là. Je ne peux pas parler, parce que j'ai une trachéo, parce qu'il y a tout ça. Je ne peux pas manger, je ne peux pas boire. Et je ne sais pas si je vais pouvoir reparler, remanger, reboire, réembrasser même. Je ne sais pas. Et je suis là comme un couillon. Et à certains moments, je me dis franchement, pourquoi continuer? Pourquoi continuer à me battre pour la vie? Et je me rappelle très bien que sur ma droite, ici, j'avais une petite commode avec un tiroir. Et lorsque j'étais au fond du trou, je tirais ce tiroir et je prenais simplement la putain de facture de mon piano. Et rien que le fait d'ouvrir cette facture, de regarder cette facture, ça me redonnait du peps pour continuer de me battre. Alors, qu'est-ce que j'en ai retenu? Alors, déjà qu'une facture pouvait être source de joie immense. C'est assez chouette. Mais surtout, à ce moment-là, mon essentiel à moi, c'était cette facture. C'était une facture. Et des choses essentielles, à certains moments dans notre vie, il n'y en a pas 150 000. Il y en a quelques-unes. Dans chaque journée, des choses essentielles à faire, il n'y en a pas 36, à moins qu'on ait des tentacules, mais ce n'est pas le cas. On ne peut s'accrocher qu'à juste 2 ou 3 choses. Il y a certaines journées, l'essentiel, ce qui nous fait tenir, c'est d'aller boire une bière avec des potes le soir, quoi. Ou autre chose. Moi, c'est le sirop de cassis, mais bon. Accrochez-vous à l'essentiel, mesdames et messieurs. Accrochez-vous à l'essentiel.
Alors, pour vous faire bouger un petit peu d'ailleurs, je vais vous laisser exactement 30 secondes pour partager avec la personne qui est à côté de vous qu'est-ce qui est essentiel en ce moment pour vous dans votre vie perso et professionnelle. Vous avez 30 secondes. Stop, c'est terminé la récréation. Revenez avec moi, revenez par ici. Bon, vous avez trouvé 2-3 trucs essentiels quand même? Ça va? Génial. Alors voilà. Vous êtes bien lancé maintenant dans votre paroi. Vous avez une prise, vous avez 2 prises. C'est-à-dire, faites-le avec moi. Une prise, une deuxième prise. Allez-y. Magnifique. Voilà. Vos essentiels, vous les connaissez. Et vous êtes bien avec. C'est des prises que vous connaissez. Et c'est confortable. C'est génial. Voilà, vous êtes accrochés. Et d'ailleurs, lâchez rien. Hein. Ça, je l'entends souvent hein, chez les coachs. Surtout, ne jamais rien lâcher. Bah, allez-y, lâchez rien. Ouais. Voilà. Voilà, vous êtes à l'équilibre parfait. Vie perso, vie pro, c'est parfait. Équilibre parfait, bravo, merci, au revoir. Salut. Vous êtes d'accord qu'à un moment donné, si on ne fait que s'accrocher à l'essentiel, les muscles vont finir par tétaniser et à un moment donné, on tombe. Fatalement, c'est physique, c'est mécanique. Et si on doit s'accrocher à l'essentiel, ça sous-entend quelque chose d'encore plus important. D'encore plus important. C'est de lâcher tout ce qui est superflu, mesdames et messieurs. Lâcher le superflu. Parce que quand on est un grimpeur, et à un moment donné, on est obligé de lâcher la prise qu'on a pour peut-être aller en chercher une autre. C'est obligatoire. Sinon, on stagne. Et sinon, les muscles finissent par tétaniser et on tombe. Lâcher le superflu. C'est marrant, dans la vie, souvent, on est un petit peu comme ça, quoi. On s'accroche, quoi. Hein. On est là, non, mais je vais y arriver, je lâche rien, quoi. Hein. Pardon. Hop. Voilà, voilà. J'aime bien cette image parce que comme c'est un gif, ça peut tourner indéfiniment. Bon, allez. Alors, de temps en temps, le superflu, c'est des personnes, hein, d'ailleurs. Ça, c'est moins fun, ça. Hein. Mais bien sûr, de temps en temps, c'est des relations, c'est des connexions avec des personnes, ça peut être des employés même, qui deviennent superflus, qu'à un moment donné étaient nécessaires, mais maintenant, c'est plus le cas. Ah là là. Est-ce que ça marche? Oui. Voilà. Ah, c'est allé un petit peu vite. Mes excuses. Sur la photo qui est juste après, celle-là. Ah, c'est pas grave. Ça va un peu vite, voilà. À votre avis, c'est quoi l'émotion qu'il y a sur mon visage? C'est quoi l'émotion qu'il y a sur ce visage-là? C'est de la peur, effectivement. On est d'accord que je ne suis pas là pour vous dire que c'est facile de lâcher le superflu. C'est probablement le plus difficile à faire. Et ça fait flipper. Ça fait flipper. Moi, je sais très bien quelle prise est-ce que je dois aller chercher là quand je grimpe. Je la vois. Mais c'est difficile. Et ça me fait flipper parce que je ne sais pas vraiment à quoi elle ressemble. Tant que je n'aurai pas la main dessus,
je ne saurais pas si elle est bonne ou si elle est mauvaise, si elle me convient ou si elle ne me convient pas. Anecdote. Nous sommes à Denver, Colorado. Il y a, je sais pas, il y a peut-être une dizaine d'années, une bonne dizaine d'années. Et à Denver, Colorado, je suis là pour rencontrer des personnes qui ont la même pathologie que moi, ainsi que des médecins et des chercheurs. Et la maladie dont je suis atteint s'appelle la maladie de Fanconi, F-A-N-C-O-N-I. Et là, vous savez, dans ces espèces de groupes de parole, chaque personne se lève l'une après l'autre pour se présenter. Et je vois que la première personne se présente et dit, voilà, bonjour, etc., blablabla, blablabla, je m'appelle, je suis Fanconi. Elle se rassoit, une deuxième personne se lève et elle dit exactement la même chose. 2-3 détails, et puis je suis Fanconi. En anglais, I'm F.A. Fanconi anemia, c'est pareil. Ich bin F.A., c'est pareil. Et en fait, tout le monde dit ça. Et là, moi, je commence à comprendre quelque chose de capital pour moi, d'absolument capital. Je comprends que, en fait, je ne suis pas ma maladie. La maladie, c'est simplement une partie de moi-même. Et je comprends ce jour-là, à Denver, dans le Colorado, qu'il faut absolument que j'arrête d'utiliser l'excuse de la maladie pour faire un certain nombre de choses. En fait, je suis. Et c'est largement suffisant. La chose la plus difficile pour moi à lâcher, ça a été cette maladie, cette identité de personne malade. Alors, il faut que vous bossiez un petit peu, je suis désolée, mais est-ce que vous sentez ce qui vous attend? Eh oui, il va falloir repartager avec la personne à côté de vous. Qu'est-ce qui est superflu aujourd'hui? Ça peut être une croyance, une idée, des objets, des personnes. Ça peut être plein de choses comme ça. Allez-y, 30 secondes. Revenez avec moi. Revenez avec moi, c'est pas facile, hein, les choses superflues. C'est plus facile de trouver les essentiels que les choses que l'on doit impérativement lâcher, n'est-ce pas? Alors voilà. Vous êtes en bonne voie, mesdames et messieurs. Vous savez ce qui est essentiel et vous savez ce que vous devez impérativement lâcher. Voilà ce qui risque probablement de vous arriver maintenant. Vous grimpez avec des personnes de confiance. Vous vous accrochez à une prise à la fois. Et puis après, vous lâchez la prise que vous avez pour en prendre une autre. Allez, hein. Des personnes sympas qui vous encouragent. Allez. Allez, hein. Si ça lâche maintenant, t'es mal. Et oui, bienvenue dans le monde de la chute. De l'échec, quand on est un grimpeur, ça fait partie du quotidien. On est obligé de tomber. Alors tomber, ça signifie quoi lorsque l'on grimpe? Ça signifie simplement un changement d'état émotionnel. Lorsqu'on tombe, en général, on change un petit peu d'état. Il y a plein de personnes différentes et il y a plein de réactions différentes.
De temps en temps, les personnes se mettent en colère, de temps en temps, les personnes rigolent, de temps en temps, les personnes pleurent. Il y a plein de réactions émotionnelles différentes. Mais la chute ou l'échec signifie exactement et précisément un changement d'état. D'ailleurs, lorsqu'on tombe amoureux, c'est un changement d'état. On n'est pas exactement la même personne. Lorsqu'on tombe de sommeil, c'est un changement d'état aussi. Pareil, lorsqu'une personne tombe enceinte, voilà, on dit tomber de haut, on dit même c'est un tombeur, c'est des personnes qui arrivent à faire changer d'état d'autres personnes, très fort ça, niveau 10. Et celui que je préfère, le changement d'état ultime, la pierre tombale. Ça c'est fait. Ça passe encore, ça passe. Regardez, même la princesse Réponse, pour les personnes qui n'ont pas vu le film, il faut, pour commencer à vivre, qu'elle tombe de sa tour. Sa belle tour qu'elle connaît par cœur. Elle est obligée de tomber, évidemment. Attention, citation, blague. Est-ce que ça va marcher? Oui. Si haut qu'on monte, on finit toujours par descendre. Voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Alors, mesdames et messieurs, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que lorsqu'on est un grimpeur ou une grimpeuse, le fait de tomber, ça fait partie du quotidien. Ça fait partie du quotidien et c'est la condition absolue pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer. Si en tant que grimpeur, si en tant qu'entrepreneur, si en tant que dirigeant, vous réussissez tout et que vous ne tombez jamais, qu'il n'y a aucun échec, c'est très mauvais signe. Ça veut dire que probablement ce que vous grimpez, ce que vous escaladez, ce que vous faites, c'est un peu trop facile pour vous. Et c'est ni bon ni mauvais, c'est juste factuel. Lorsque je grimpe et que je ne tombe jamais, ça veut dire que la voie que je suis en train d'escalader est simplement trop facile pour moi. Et de temps en temps, ça fait du bien de faire des voies faciles d'ailleurs. Hein. Il n'est pas question de juger ça, évidemment. Mais à titre personnel, je trouve ça beaucoup plus fun d'apprendre parce que je tombe et je me rends compte que ce n'était pas la bonne prise à aller chercher finalement. La chute, elle est absolument inévitable. Elle est inévitable. La seule question, c'est est-ce que vous la choisissez ou est-ce que vous la subissez? Est-ce que vous la subissez parce que vous êtes sur place et que vous tétanisez? Ou est-ce que vous choisissez de quand même tenter d'aller prendre une prise et de peut-être éventuellement tomber dans le mouvement? Alors pour terminer, tout à l'heure je vous ai montré une photo tout au début de quand j'étais tout petit. Et je crois que cette photo, elle résume en fait très bien toutes ces compétences-là. Lorsqu'on est enfant, on a une forme de force vitale qui est accrochée aux tripes. Le petit enfant, il n'a pas besoin de se poser la question à quoi je dois m'accrocher, qu'est-ce que je dois lâcher. Il le sait, il le fait inconsciemment, il le fait naturellement. Et il a une patate d'enfer. Tous les enfants ont une patate d'enfer. C'est fou. Ils ont de l'élan vital. Ils ont ça en eux, quoi. Ils ont la pêche. Et nous, malheureusement, on est obligé de repasser par un petit peu de conscient pour retrouver cette forme de naturel, finalement, de simplicité et de puissance. Alors, pour terminer, pour de vrai cette fois-ci, je ne sais pas du tout ce que vous allez retenir de cette intervention, je ne sais pas ce que vous allez retenir de cette conférence et de celle de Madame Servan-Schreiber juste après. Mais s'il y a bien une chose que j'ai appris dans mon parcours, c'est que le plus important finalement, c'est jamais ce qui m'arrive. Le plus important, pour moi, ce n'est pas d'avoir eu des cancers, une maladie, tout un tas de problèmes de santé. Le plus important, c'est ce que j'en ai fait.
Et le plus important dans la vie, c'est jamais ce qui vous arrive, c'est ce que vous allez en faire. C'est comment est-ce que vous allez prendre ce qui vous arrive à bras-le-corps et l'utiliser. Je ne sais pas du tout ce que vous allez retenir de cette conférence, mais je vous souhaite en tout cas de prendre ce qui vous intéresse dans cette conférence, dans cette soirée, et de laisser de côté tout le reste. Accrochez-vous à l'essentiel et lâchez tout ce qui est superflu. Merci à vous, mesdames et messieurs. Christophe Bichet. Bravo Christophe. Restez, sacrée présentation. Venez avec moi, venez avec moi. Venez avec moi. Je ne vous propose pas d'escalader quoi que ce soit. Faites un pas et écoutez la salle. Parcours incroyable. Bravo, merci pour cette belle présentation. Vous restez avec nous ?